Levez-vous pour le juge Thompson. Le silence envahit la salle d'audience 304 à l'entrée du juge. C'est un vendredi ordinaire pour tout le monde, sauf pour Olivia Pearson, 38 ans, assise seule à la table de la défense. De l'autre côté, l'officier Ryan Sutton affiche un sourire discret en ajustant sa cravate. Il est certain de sa victoire. Affaire numéro 47829, département de la police contre Pearson, accusation d'outrage à la cour et de résistance à l'arrestation, annonce la secrétaire. Le juge regarde Olivia par-dessus ses lunettes. Je vois que l'accusé n'a pas de représentant légal. Souhaitez-vous que le tribunal désigne un avocat commis d'office? Non, monsieur le juge. Je suis parfaitement capable de me défendre moi-même. Sutton parvient à peine à cacher un rire. Une femme noire sans avocat, contre un officier de police respecté ayant 12 ans de service et le service juridique de la police de son côté. Pour lui, c'était déjà gagné. Que le dossier montre que l'accusé a été informé de son droit à l'assistance d'un avocat et qu'elle l'a rejeté, a déclaré le juge Thompson. Accusation, vous pouvez présenter votre dossier. Le procureur adjoint, un jeune homme au costume impeccable, se lève. Votre honneur, le 10 du mois dernier, à 22h37, l'officier Sutton s'est approché de l'accusé lors d'un contrôle de routine. Madame Pearson a refusé de coopérer, a fait des commentaires menaçants et a activement résisté à l'autorité, forçant l'agent à la détenir. Les vidéos de la caméra corporelle de Sutton ont été montrées. On y voit le policier s'approcher de la voiture d'Olivia et éclairer l'intérieur avec sa torche. Permis de conduire et immatriculation du véhicule, dit-il sèchement. Puis-je vous demander pourquoi vous vous approchez de moi, monsieur l'agent? Demande Olivia calmement. D'abord les documents, ensuite les questions. Avec tout le respect que je vous dois, la loi me garantit le droit de savoir. Sortez du véhicule maintenant. La voix de Sutton s'élève brusquement. Je vous ordonne de sortir du véhicule immédiatement. La caméra montre Olivia sortant lentement du véhicule, essayant toujours de parler, lorsque Sutton l'attrape par le bras. Tournez-vous. Main sur la tête. Les regards dans la salle d'audience alternent entre la vidéo et Olivia, qui regarde l'enregistrement sans expression apparente. Comme vous pouvez le constater, conclut le procureur lorsque les lumières se rallument, l'accusé a clairement défié les ordres directs et légaux d'un officier en service. Madame Pearson, dit le juge, votre défense? Olivia se lève calmement. Permission de présenter des preuves, votre honneur. Accordé. Elle se dirige vers le centre de la salle. J'aimerais montrer ma propre vidéo des événements. Le procureur se lève immédiatement. Objection. Nous n'avons pas été informés de l'existence de preuves supplémentaires. En fait, répond Olivia, j'ai envoyé des copies au tribunal et au bureau du procureur il y a 15 jours. J'ai la preuve de leur réception. Le juge feuillette quelques papiers. C'est exact. Objection rejetée. Poursuivez. Le visage de Sutton perd ses couleurs. Ce n'était pas la femme effrayée qu'il avait arrêtée cette nuit-là. Il y avait quelque chose dans son ton, sa posture. L'écran affiche une vidéo sous un autre angle. Une caméra installée sur le tableau de bord de la voiture d'Olivia, avec un son cristallin. Officier Sutton, c'est la 3e fois en 2 mois que vous m'arrêtez dans cette même rue. Comme les fois précédentes, je n'ai commis aucune infraction. La voix de monsieur Sutton est différente sur cet enregistrement. Écoutez, ce n'est pas vous qui décidez qui j'arrête. J'en ai assez que vous pensiez que vous pouvez tout remettre en question. Vous? Demande Olivia calmement. Tu sais très bien de quoi je parle. La vidéo continue, montrant clairement Sutton tirant brusquement Olivia hors de la voiture avant même qu'elle ait pu finir de détacher sa ceinture de sécurité. La caméra a tout filmé, la violence inutile, les commentaires racistes chuchotés, les menottes serrées trop fort contre ses poignets. Lorsque les lumières se rallument, un silence sépulcral domine la salle. Votre honneur, dit Olivia d'une voix ferme, je voudrais également présenter des statistiques officielles sur les approches de l'agent Sutton au cours des 3 dernières années, obtenues grâce à la loi sur l'accès à l'information. Elle distribue des documents rangés dans un dossier. Les chiffres montrent que 87% de toutes les approches effectuées par l'agent Sutton ont été dirigées vers les Noirs, dans une ville où nous ne représentons que 23% de la population. Le front de Sutton se met à transpirer. Comment avait-elle obtenu ces informations? Qui était cette femme? En outre, poursuit Olivia, j'ai des déclarations sous serment de cet autre citoyen qui font état d'un traitement similaire de la part du même policier. Le juge examine les documents avec une inquiétude croissante. Officier Sutton, c'est extrêmement troublant. Sutton sent le regard du procureur, non plus celui d'un allié, mais de quelqu'un qui calcule les dommages causés à la réputation du service. Votre honneur,
conclut Olivia, non seulement je demande que les charges retenues contre moi soient abandonnées, mais je dépose formellement une contre-plainte pour discrimination raciale, usage excessif de la force et violation des droits civiques. C'est ridicule. Sutton finit par exploser. Elle invente tout ça. Silence, ordonne le juge. À ce moment-là, alors que l'agent Sutton perdait son sang-froid devant tout le monde, il s'est passé quelque chose d'encore plus extraordinaire. Au dernier rang de la salle d'audience, une femme se lève discrètement, celle-là même qui avait aidé Olivia à recueillir les déclarations des autres victimes. À côté d'elle, un homme ouvre un ordinateur portable où des lignes de code révèlent ce que personne dans cette salle n'aurait pu imaginer. La véritable identité d'Olivia est la raison pour laquelle ce policier autoritaire avait choisi la mauvaise victime à intimider. Si cette histoire de justice et de résistance à l'abus de pouvoir vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment une simple approche policière raciste a déclenché une révolution qui changera à jamais la vie de l'officier Sutton et de toute une communauté. La nuit a été longue en cellule. Olivia, assise sur le banc métallique froid, attendait patiemment son audience de libération sous caution en regardant le badge de l'agent Sutton briller sous les lumières fluorescentes du couloir. Il passait de temps en temps, jetant des regards satisfaits par-dessus la balustrade. « C'est la première fois que vous allez en prison, mademoiselle Laouillet », plaisante Sutton au 3e passage. « En fait, c'est la première fois qu'on m'arrête », corrigea Olivia calmement. « Mais ce ne sera pas ma première fois au tribunal. » Quelque chose dans son calme le dérangeait. Les détenus avaient l'habitude de crier, de pleurer ou de supplier. Elle attendait simplement, comme si cela faisait partie d'un plan plus vaste. Le lendemain matin, Olivia a été libérée après avoir versé une caution. Les chefs d'accusation, outrage à magistrat et résistance à l'arrestation. Alors qu'elle signe les papiers de libération, elle remarque que Sutton vérifie son adresse sur le formulaire. « J'espère que vous avez retenu la leçon », commente-t-il. Interroger un policier ne se termine jamais bien. Il faut du temps pour comprendre certaines leçons, officier Sutton, a répondu Olivia. C'est le sergent Sutton, corrige-t-il avec colère. Je m'en souviendrai au tribunal. 3 jours plus tard, dans un café situé à quelques rues du département de la police, Olivia rencontre Marcus Chen, un journaliste d'investigation qui dénonce depuis 5 ans des affaires de corruption policière. Voici votre dossier disciplinaire, dit Marcus en faisant glisser une enveloppe discrète sur la table. Et ça n'a pas été facile de l'obtenir. Sutton est protégé. 7 plaintes en 3 ans, murmure Olivia en examinant les documents. Toutes rejetées sans conséquence. Le chef de la police est le témoin de son mariage, explique Marcus. Et les seules affaires qui ont été portées devant les tribunaux ont été rejetées pour manque de preuves. Pratique. Et ma demande d'accès aux statistiques d'approche. Officiellement refusée, répond Marcus. Mais j'ai une source au sein du département. Il dit que le schéma est clair. Sutton a une préférence pour l'approche des conducteurs noirs, en particulier les femmes qui conduisent seules la nuit. Un prédateur avec un badge, conclut Olivia en rangeant les documents. Il nous en faut plus. Es-tu sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Il vous observe déjà. Il est passé 2 fois dans votre rue hier. Olivia sourit légèrement. Comme je m'y attendais. Au cours des semaines suivantes, Olivia commence à monter méticuleusement son dossier. Pendant la journée, elle travaillait normalement dans son bureau au centre communautaire de défense juridique. La nuit, elle transforme une pièce vide en centre d'opération. Ce que Sutton ne savait pas, et qui allait tout changer, c'est qu'Olivia Pearson n'était pas une citoyenne ordinaire. C'était une avocate spécialisée dans les droits civiques, titulaire d'un diplôme de haut niveau et expérimentée dans l'instruction d'affaires d'abus policiers. Pendant des années, elle a fait profil bas, accumulant les victoires discrètes, évitant la publicité qui pourrait compromettre son efficacité. Par l'intermédiaire de groupes communautaires et de réseaux sociaux, elle a trouvé 6 autres personnes qui avaient été injustement approchées par Sutton, toutes avec des histoires similaires. Intimidation, commentaires racistes voilés, fouilles inutiles. Il travaille toujours seul, éteint sa caméra corporelle ou oublie de l'allumer, explique Keisha, une infirmière qui a été contrôlée 3 fois au cours du même mois. Et il trouve toujours une raison après coup pour justifier son approche. Il met un point d'honneur à nous humilier, ajoute Thomas, professeur d'université. Lorsque j'ai protesté, il m'a fait m'allonger sur le tarmac, en costume, sous le regard des voitures. Au fil des déclarations, Olivia reconstitue son puzzle. Marcus a fourni des documents internes qui n'auraient jamais dû quitter le département. Et il y avait quelqu'un d'autre, quelqu'un à l'intérieur du système dont Olivia protégeait le nom à tout prix. Pendant ce temps, Sutton reste confiant. Au commissariat, il affiche la photo de l'audition d'Olivia sur le mur comme un trophée. Elle pensait pouvoir me donner une leçon,
s'est-il vanté auprès de ses collègues. Maintenant, elle va apprendre comment fonctionne le monde réel. L'agent Diaz, nouvellement arrivé dans le service, regarde la scène d'un air mal à l'aise. Et si elle conteste vraiment l'amende? Avec quelle preuve? S'esclave Sutton. Ma parole contre la sienne. Devinez qui le juge croira? La veille du procès, Olivia reçoit un appel inattendu. Il s'agissait de Rebecca Torres, une technicienne du service informatique de la police. « Je l'ai fait », murmure-t-elle. Toutes ses approches au cours des 3 dernières années, avec des horodatages et des localisations GPS. Les rapports officiels par rapport à ce qui s'est réellement passé. Et puis, j'ai trouvé le modèle des caméras défectueuses. « Vous êtes sûr de vouloir faire ça ?» demande Olivia. « Votre carrière. »« Ma sœur a été l'une de ses victimes l'année dernière, » répond Rebecca d'une voix ferme. « Il ne m'a jamais vu, mais je l'ai toujours observé. Il est temps qu'il paie. » Cette même nuit, tandis que Sutton dormait profondément, certain de sa victoire au tribunal, une équipe de 3 personnes travaillait tranquillement dans un appartement à l'autre bout de la ville. Des cartes thermiques montrant les schémas d'approche, des transcriptions audio récupérées, des données officielles et réelles qui se chevauchent, tout converge vers une vérité indéniable. « C'est prêt », annonce Marcus, en regardant l'écran de l'ordinateur où des lignes de code finissent de traiter les données. Si cela ne le fait pas tomber, rien ne le fera. Olivia admire le travail terminé. Il ne s'agit pas de l'abattre, corrigea-t-elle. Il s'agit de changer le système. Ce que Sutton n'avait pas réalisé, alors qu'elle se préparait avec confiance pour le tribunal ce matin-là, c'est que sa routine d'intimidation et d'abus de pouvoir n'avait pas seulement fait une victime de plus, elle avait activé tout un réseau de résistance qui attendait silencieusement le moment parfait. Olivia n'était pas seulement prête à se défendre, elle était prête à faire de ce procès un test pour l'ensemble du système. Et à mesure que l'heure avançait, le piège méticuleusement construit était sur le point de se refermer sur un prédateur qui n'aurait jamais imaginé être chassé par celui qui était censé être sa proie. L'expression du juge Thompson en dit long. Au fur et à mesure qu'il analysait les documents et les preuves présentées par Olivia, son visage changeait visiblement, passant du scepticisme initial à une profonde inquiétude, puis à une indignation contenue. « Votre honneur », intervient le procureur, sentant l'ambiance changer dans la salle, « nous avons demandé une suspension d'audience pour examiner ces nouvelles informations. » Refusé, répond sèchement le juge. Ces documents ont été dûment versés au dossier à l'avance. Poursuivez, Madame Pearson. Sutton se déplaça sur sa chaise. La sueur coule déjà sur sa tempe, tandis qu'il jette des regards angoissés à la représentante légale du département, qui évite de le regarder dans les yeux. Comme vous pouvez le voir dans les statistiques officielles, poursuit Olivia calmement, il y a un modèle incontestable de partialité raciale dans les approches du sergent Sutton. Mais ce n'est pas tout. Elle se dirige vers le centre de la salle, où un ordinateur portable est connecté au système audiovisuel du tribunal. Avec la permission de la Cour, je voudrais présenter des preuves supplémentaires. L'écran montrait une compilation méticuleusement éditée, 5 vidéos synchronisées côte à côte, montrant Sutton s'approchant de 5 conducteurs différents, tous noirs, tous respectant parfaitement le code de la route, tous forcés de sortir de leur véhicule sans justification valable. Ce que nous voyons, explique Olivia, est un modèle cohérent documenté au cours des 6 derniers mois. Mais le coup de grâce est encore à venir. D'un clic, l'écran affiche un enregistrement de Sutton lui-même dans la cantine du commissariat, riant avec ses collègues. « Je vais vous dire comment ça marche », disait-il, sans savoir qu'il était enregistré. « Prenez les zones frontalières entre les bons et les mauvais quartiers. Arrêtez toute voiture conduite par un homme noir, en particulier les femmes. Elles sont plus faciles à intimider et déposent rarement une plainte officielle. » Le silence dans la salle d'audience est absolu. Même le personnel administratif s'est arrêté pour regarder. « Oh, comment avez-vous obtenu cela ?» balbutie l'avocat du service. « Enregistré par l'officier Rebecca Torres pendant la formation des recrues », répond Olivia. Elle est présente aujourd'hui et prête à témoigner sous serment. Une jeune femme portant un uniforme de police se lève dans la galerie. Sutton la dévisagea, d'abord confus, puis avec un éclair de reconnaissance et enfin avec une terreur pure. « Vous » s'exclame-t-il. « Vous étiez la recrue qui transportait toujours cet ordinateur portable. Permission de parler, votre honneur » demande Rebecca. « Accordé. Je suis Rebecca Torres, responsable de la technologie au sein du département de la police. Pendant 6 mois, j'ai recueilli des preuves dans le cadre d'une enquête interne non officielle sur des allégations de mauvaise conduite. L'enregistrement a été réalisé dans un espace public du commissariat où il n'y a pas d'attente en matière de vie privée. C'est un piège.
Sutton se lève brusquement, renversant sa chaise. C'est son ami. Il conspire. Ordonnance. Le marteau du juge s'abattit avec force. Sergent Sutton, asseyez-vous immédiatement ou vous serez condamné pour outrage au tribunal. Alors que les gardes s'approchaient, Sutton réalisa qu'il était complètement acculé. Son visage oscille entre la pâleur et la rougeur, ses yeux s'exorbitent sous l'effet de la panique. « Votre honneur, » reprit Olivia, la voix ferme mais sans triomphalisme, « j'aimerais appeler un témoin supplémentaire, le capitaine Lawrence Richardson, chef de la division des affaires internes. » Un grand homme en uniforme s'avança dans l'allée centrale. Sutton s'enfonça dans sa chaise, reconnaissant son supérieur immédiat. « Capitaine Richardson, » commença Olivia, « avez-vous déjà reçu des plaintes concernant le comportement du sergent Sutton ?»« Oui. Cette plaintes officielles au cours des 3 dernières années, toutes rejetées pour manque de preuves concluantes, » répondit-il gravement. « À la lumière des nouvelles preuves, j'ai rouvert tous les dossiers ce matin. Et quelle est la procédure normale dans ces circonstances ? Suspension immédiate, confiscation de l'insigne et de l'arme, et enquête complète par les affaires internes avec possibilité de poursuite pénale, » répondit Richardson, évitant de regarder Sutton. Le processus a déjà commencé. Le procureur se leva, vaincu. Votre honneur, à la lumière de ces preuves irréfutables, l'accusation abandonne toutes les charges contre Madame Pearson. Au moment où le juge rend sa décision finale, un événement inattendu se produit. Depuis la tribune, d'autres personnes se sont levées, l'une après l'autre, des hommes et des femmes d'âge différents, tous noirs. Keisha, l'infirmière. Thomas, l'enseignant. Et 5 autres personnes qu'Olivia avait interrogées. Votre honneur, dit Keisha, nous avons tous été victimes du même officier. Nous sommes ici pour déposer nos propres plaintes. Alors que Sutton regardait avec horreur son monde s'effondrer autour de lui, Olivia est restée impassible. Il ne s'agissait pas d'humiliation ou de vengeance personnelle. Il s'agissait de briser un cycle. À ce moment-là, alors que Sutton était escorté vers la sortie, son badge, ce symbole qui, selon lui conférait un pouvoir absolu, était abandonné sur la table. Il a regardé Olivia une dernière fois, non plus avec mépris, mais en réalisant tardivement que sa véritable erreur n'avait pas été de choisir la mauvaise personne à intimider. Son erreur avait été de croire que l'on pouvait intimider n'importe qui en toute impunité. Ce que personne n'aurait pu prédire à ce moment historique, c'est que la chute de Sutton ne serait que le premier domino d'une série de révélations qui ébranlerait l'ensemble du service de police. Et le petit appareil que Rebecca Torres a discrètement glissé dans la poche d'Olivia à la sortie du tribunal contenait bien plus que la condamnation d'un seul policier corrompu. Il contenait les germes d'une transformation que personne n'était prêt à affronter. 6 mois se sont écoulés depuis ce jour historique au tribunal. Dans le café situé en face du commissariat central, Olivia Pearson observe discrètement l'entrée du bâtiment en sirotant son café. Elle n'est pas là par hasard. C'est le jour de l'audition finale du comité d'éthique qui décidera du sort de 5 autres officiers impliqués dans les irrégularités révélées par l'affaire Sutton. Le petit appareil que Rebecca Torres lui avait remis ce jour-là contenait bien plus que des vidéos et des audios compromettants. Il s'agissait d'un dossier complet sur les abus systématiques qui s'étendait à tout un réseau au sein du service, une culture d'intimidation et de discrimination protégée par des décennies de silence. Alors qu'il attend, son téléphone vibre d'une notification. L'agent Ryan Sutton plaide coupable de multiples violations des droits civils. Il accepte une peine de 18 mois et une incapacité permanente à travailler en tant qu'agent de la force publique. Olivia n'a pas souri. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il n'en a jamais été question. De l'autre côté de la ville, dans un minuscule appartement mal meublé, Sutton mettait ses dernières affaires dans une valise abîmée. Sa femme avait demandé le divorce il y a 3 mois, emmenant les enfants dans un autre état. Sa pension avait été versée à un fonds d'indemnisation pour les victimes de bavures policières. Son nom était devenu synonyme d'abus de pouvoir dans tous les cours de formation de la police de la région. Il prit le journal posé sur la table. Un rapport signé par Marcus Shen montrait des photos de Rebecca Torres et de 4 autres officiers décorés par le nouveau chef de la police pour le courage dont ils avaient fait preuve en brisant le code du silence. L'article citait l'effet Pearson, comme on appelait le mouvement de réforme de la police qui s'était déjà répandu dans les départements de 3 États voisins. Le téléphone de Sutton sonne. C'est son avocat. Mauvaise nouvelle. L'action collective a été approuvée. 27 autres victimes ont été identifiées. Dans son bureau du Centre communautaire de défense juridique, Olivia met au point les détails d'un nouveau projet. Ce qui avait commencé comme une lutte personnelle s'était transformé en un mouvement plus large. L'affaire a attiré des fonds importants pour développer les services juridiques gratuits dans les communautés vulnérables. Une vidéo sur le mur montrait des images de la semaine précédente.
Olivia se tenait à côté du nouveau maire, annonçant la création d'une commission civile indépendante pour la surveillance de la police, la première dans l'histoire de la ville. À côté d'elle, un groupe diversifié de personnes, dont Keisha, Thomas et d'autres victimes de Sutton, s'est transformé en activistes et en observateurs de la communauté. Je n'avais jamais imaginé qu'une rencontre aussi terrible se transformerait en quelque chose d'aussi transformateur, avouait Keisha lors d'une conférence de presse. Nous pensions être des victimes isolées. Maintenant, nous sommes une communauté de défenseurs. Au commissariat, Rebecca Torres dirige une session de formation avec de nouvelles recrues. Sur le mur, un tableau avec les mots qui sont devenus la nouvelle devise de la corporation. Protect and serve means protect all and serve justice. Protéger et servir signifie protéger tout le monde et servir la justice. L'insigne que vous allez recevoir, explique-t-elle avec conviction, n'est pas un bouclier qui vous protège des conséquences. C'est le symbole d'une responsabilité amplifiée. Dans une salle attenante, le capitaine Richardson distribuait de nouveaux équipements. Des caméras corporelles à déclenchement automatique et à double vérification, impossibles à éteindre lors des approches. La transparence n'est pas facultative dans un service au service du public. Lorsqu'Olivia est finalement rentrée chez elle ce soir-là, elle a trouvé une lettre inattendue. Elle provenait de Sutton et était écrite à la main. « Je n'ai jamais voulu être le genre de flic que je suis devenu », disait la lettre. Cela a commencé par de petites choses que personne n'a remises en question, puis c'est devenu une habitude, puis une identité. Je n'attends pas de pardon, mais je veux que tu saches que je comprends maintenant ce que tu as essayé de me montrer cette nuit-là. Certains d'entre nous doivent tomber pour que d'autres puissent apprendre à marcher correctement. Olivia a conservé la lettre dans un dossier où elle gardait des coupures de presse sur l'affaire. Ce n'était qu'une des nombreuses histoires de transformation, certaines plus spectaculaires, d'autres plus subtiles, mais toutes nécessaires. La semaine suivante, elle devait être l'oratrice principale d'une conférence nationale sur la réforme de la police. Son discours ne portera pas sur les méchants et les héros, mais sur les systèmes défaillants et le courage nécessaire pour les réparer. Le véritable pouvoir ne réside jamais dans l'abus d'autorité, a-t-elle déclaré. Il réside dans le courage de questionner, d'enregistrer, de résister pacifiquement et de persister lorsque tout semble impossible. Dans un moment de justice poétique introspective, la salle de formation où Olivia s'adressait à des centaines de policiers portait un nouveau nom sur la porte, fraîchement installé, Rebecca Torres Auditorium. Le courage, c'est de faire ce qu'il faut quand personne ne regarde. L'histoire d'Olivia Pearson n'est pas seulement celle d'un policier corrompu. Elle montrait comment un seul acte de résistance digne peut créer des vagues qui transforment des systèmes entiers. Non pas par la violence ou les représailles, mais par la poursuite persistante, méticuleuse et inébranlable de la justice. Si cette histoire vous a inspiré et que vous pensez qu'un véritable changement commence lorsque quelqu'un a le courage d'affronter l'injustice avec dignité et intelligence, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres histoires qui montrent que l'abus de pouvoir trouve toujours sa fin lorsqu'il est confronté à la force inébranlable d'une vérité documentée et d'une résistance organisée.